Bienvenue sur la chaîne les amis, je m'appelle Renaud, je suis passeur de savoir, entrepreneur et ingénieur et sur cette chaîne je vous parle d'impression 3D, d'entrepreneuriat et je vous emmène à la rencontre de personnes inspirantes pour vous donner des idées pour faire évoluer vos usages de l'impression 3D et pourquoi pas si vous êtes un maker, vivre de votre passion. Aujourd'hui on va à la rencontre de Charles qui fabrique et pilote des fusées imprimées en 3D. Bonjour Charles, merci de m'accorder cette interview. Alors je t'ai présenté aux auditeurs comme un fabricant et un pilote de fusée. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? On a discuté un petit peu hors antenne et j'ai vu qu'il y avait en fait deux projets, le projet initial et un autre projet plus abouti. Raconte-nous ça s'il te plaît. Bonjour, donc du coup, alors faut savoir qu'avant d'entamer du coup ces deux projets, en fait, j'étais pas du tout quelqu'un qui avait de l'expérience dans tout ce qui est impression 3D, modélisation électronique. Le projet initial, c'est qu'après avoir fait mon TPE sur une fusée à eau, j'ai voulu construire un système de déploiement de parachute pour cette fusée à eau. Donc TPE c'est les travaux pratiques encadrés en première au lycée, c'est ça? C'est ça, exactement. Suite à ce TPE, j'avais une fusée à eau sur les mains et un peu de temps libre. Et donc, du coup, j'avais voulu un peu m'intéresser. On venait d'acheter une imprimante 3D. Donc, du coup, j'avais voulu comprendre un peu comment modéliser, comment utiliser l'imprimante. Et du coup, ça me paraissait être un projet intéressant, en plus de pouvoir avoir cette couche supplémentaire de l'Arduino, en plus de l'électronique, pour pouvoir gérer le déploiement du parachute. Donc en fait, à la base, tu as une fusée à eau t'as fait une fusée à eau pour le TPE et après tu t'es dit on va un peu l'upgrader. Exactement. Ouais, parce que du coup, le problème d'une fusée à eau, souvent, c'est que la fusée part et elle retombe, on va dire, assez rapidement parce qu'elle tombe nez vers le bas. Donc du coup, en général, ça a tendance à occasionner quelques dégâts. Donc du coup, un système de déploiement de parachute est d'autant plus intéressant sur une fusée comme ça. Ça m'a permis de dessiner un peu quelques mécanismes. Donc tout simplement avec un cerveau qui maintient la coiffe en position le temps de la montée. Et puis une fois arrivé l'apogée, tout simplement le cerveau se rétracte, libère la coiffe et le parachute sort de la coiffe. D'accord, donc un système à ressort pour éjecter la coiffe, le parachute. La coiffe, j'imagine, elle restait attachée malgré tout hein, au corps de la fusée. Et il y avait quoi comme capteur pour piloter et comme électronique et comme accu pour piloter tout ça? Alors tout simplement, du coup, dessus, on va dire le cerveau de l'ordinateur, c'était un Arduino Nano relié à un capteur de pression barométrique qui permet de mesurer en fait tout simplement l'altitude avec la pression de l'air. Et donc du coup, tout simplement, la logique, c'était que quand la vitesse verticale devenait négative, qu'on détectait qu'on commençait à tomber, le parachute était libéré avec le cerveau qui se rétractait, tout ça. Et comme batterie, on utilisait tout simplement une batterie 2S 300 mAh. Et qu'est-ce que tu as fait autre chose avec sur la fusée? Le corps, c'était quoi? C'était une bouteille? Alors le corps, c'était une bouteille enfin retournée du coup, qui faisait du coup la partie pressurisée, et par-dessus une moitié de bouteille qui était retournée pour faire la pointe, et puis du coup des ailerons imprimés en 3D à la base. Et donc ça, Donc c'était, voilà, ça c'est un truc que tu as mené en première. En fait, tu as fait d'abord le TPE et ensuite tu as fait ça pour toi, ce projet-là. voilà, exactement. C'était pour moi, c'était un peu dans la continuité et qui me permettait d'acquérir des connaissances un peu basiques sur le sujet. Ouais, en faisant un truc un peu fun en plus. Exactement. Et donc du coup, après quelques tests dans le jardin, tout simplement, enfin en lançant la fusée, en vérifiant que les détections, tout ça marchait bien, qu'on récupérait les données correctement, on a pu faire des tests grandeur sur un terrain de modélisme. Tout s'est bien passé pendant 3 lancements, donc assez content du résultat, c'est impressionné parce que je ne pensais pas que ça allait marcher du premier coup. C'était quand même quelque chose d'assez ambitieux pour quelqu'un qui n'avait pas touché à ça. Et donc du coup, on va dire, rapidement après, on va dire, ça s'est passé en avril 2020, et la pandémie arrivant, on a eu beaucoup plus de temps libre. Je me suis dit que ça serait intéressant de passer sur un projet un peu plus ambitieux qui réunirait, on va dire, un peu ces connaissances que j'avais pu acquérir, mais en poussant un peu plus le concept un peu plus loin. Et donc là,
tu es passé sur la poussée vectorielle. Exactement. Donc du coup, on va dire qu'il y avait plusieurs personnes qui l'avaient fait, donc c'était quelque chose qui semblait possible et qui, moi, je trouvais ça passionnant. Et donc du coup, je me suis mis à construire la fusée. Donc du coup, voici la fusée. Ouais, montre-nous bien l'arrière aussi, parce que qu'on voit la partie imprimée en 3D, ouais, voilà. Donc voilà, donc ça c'est la partie imprimée en 3D qui réunit, on va dire, 4 ailerons et qui sont imprimés en PLA pour un peu plus de stabilité. Et puis ensuite, le mécanisme intérieur est composé principalement de deux pièces, en fait, de deux rotules indépendantes qui vont pouvoir mouvoir, on va dire, le moteur sur deux directions. Et puis ensuite, le moteur la partie maintenant, le moteur en place, qui elle est imprimée en ABS pour résister à des températures un peu plus élevées. Et donc du coup, le moteur est directement inséré dans ce tube orange. Et ensuite, il est mis à feu et les cerveaux vont pouvoir le bouger sur deux directions et pouvoir garder la fusée verticale. Et là, donc là, c'est la base, elle est effectivement imprimée en 3D. Elle est donc, c'est une rotation suivant deux axes pour corriger l'orientation de la fusée quand elle décolle, hein, ce qui te permet d'avoir des tout petits ailerons, parce que sinon il en faudrait des bien plus grands. Et après, le corps de la fusée, c'est quoi? Alors du coup, le corps de la fusée, tout simplement, ce sont des tubes de paquets de chips en fait. Ah ouais, des Pringles, quoi. Exactement. Donc ils ont juste été peints en noir en fait pour qu'ils soient un peu moins visibles. Mais donc du coup, c'était une option que m'avait suggéré un ami en fait. Et donc du coup, pour avoir des tubes, on va dire rapidement et pour pas trop cher, parce que sinon ce genre de tube coûte plus cher dans le commerce. Donc du coup, en fait, il y en a trois. Il y en a un à l'avant, un au milieu, dans lequel est l'ordinateur de bord. Justement, on a mis deux trous pour pouvoir accéder aux fonctions de base. Et puis à l'arrière, on en a un troisième. Donc du coup, ils sont raccordés avec des pièces imprimées en 3D à l'intérieur, avec justement 4 vis de part et d'autre qui viennent maintenir les deux tubes en position. Extra, extra. Super. Et la coiffe, fais-nous voir un peu le haut. Alors donc du coup, la coiffe, elle, qui est entièrement imprimée en 3D, et dans laquelle est aussi un système d'éjection très similaire à ce qui avait été utilisé sur la fusée à eau. Et donc, oui, il y a une grande partie de la fusée qui est creux finalement. Et Ouais, tout à fait. en haut, il y a le parachute. Donc, le parachute, il est fait avec quoi? Donc ce sont deux parachutes en fait qui sont faits de sacs de poubelle plastique. Donc du coup qui font une surface qui peut paraître pas très importante, mais pour une fusée qui fait uniquement 700 grammes, c'est suffisant. Et t'as pas de problème de déploiement des parachutes, ils se mettent pas en torche ou que sais-je, non? Alors au premier vol, du coup, les deux se sont ouverts totalement, comme on le voulait. Sur le deuxième vol, on en a eu un qui s'est pas complètement déployé comme on le voulait, mais la fusée est quand même redescendue sans problème, elle est encore en un morceau. Donc du coup, même avec un parachute, c'était quand même suffisant pour avoir une descente à peu près contrôlée. Ce projet, tu l'as mené pendant ton année de terminale, alors du coup. Ouais, tout à fait. C'était l'année dernière, pendant mon année de terminale, on va dire de mai à juin. T'as eu pas mal d'apprentissage à faire, donc est-ce que pour mener à bien ce projet, tu peux nous expliquer un peu les différents logiciels que t'as dû découvrir, que tu as dû débroussailler, et puis ce qu'ils ont servi à faire pour toi? Bah, alors du coup, pour la CAO en elle-même, au début, c'était des logiciels gratuits en ligne, avant de passer sur Fusion 360 avec une licence étudiante. Donc du coup, un très bon logiciel, on va dire. De ce point de vue-là, il n'y a jamais eu trop de problèmes. Pour le côté électronique, PCB, c'était avec EagleCAD. Donc t'as créé un PCB. Voilà, donc du coup, en fait, l'ordinateur de bord, alors ça, c'était uniquement pour la fusée à poussée vectorielle. La fusée à eau était simplement reliée par câble, on va dire. Donc du coup, j'avais fait un PCB sur les bases de ce qui était disponible en ligne pour ce genre de projet. Les composants, en fait, sont en breakout, en fait. Donc ils viennent directement, en fait, se poser. Donc du coup, dans Eagle, ça m'a permis de relier on va dire les composants comme je le désirais en fait.
Et du coup, oui, c'est un peu plus avancé que de l'Arduino, on va dire, dans le sens où il y a le PCB derrière, les composants viennent se mettre dessus. Oui, t'as fait un PCB avec essentiellement des connecteurs pour en ficher les différentes cartes dont tu avais besoin. Voilà, exactement, parce que du coup, il y a tous les bus pour les capteurs, qui soient en I2C ou en SPI, enfin tous les protocoles. Du coup, ça vient très bien s'intégrer parce que ça permet de miniaturiser tout ça, en fait. Le fait de l'avoir directement sur un PCB. Ah bah chapeau, hein, si en plus t'as appris Eagle, alors là, chapeau. Et là, tu m'as parlé de simulation, je crois aussi. Voilà, donc du coup, un gros aspect de ce projet-là aussi, c'est tout ce qui est le contrôle le domaine qui s'appelle le contrôle des systèmes. Donc du coup, pour ça, j'ai utilisé MATLAB, qui est un logiciel de simulation qui est assez utilisé dans le domaine de l'ingénierie. Et plus précisément, j'ai utilisé un sous-programme qui s'appelle Simulink, dans lequel on peut simuler la physique, on va dire, la dynamique de ce genre de scénario, avec une interface assez graphique, assez facile à apprendre quand on est novice là-dedans. Tu me parlais de capteurs dans la fusée, donc pendant le vol, tu mesurais quoi? Alors du coup, pendant le vol, on mesure donc évidemment l'orientation, puisque c'est quelque chose dont la fusée a besoin de connaître pour corriger son attitude. Donc ça, c'est fait au travers d'une centrale inertielle avec accéléromètre et gyroscope. On a un altimètre barométrique pour détecter, on va dire, l'apogée et sortir les parachutes au moment voulu. Et donc avec ça, on a les données principales du vol, on les enregistre sur une carte SD pour analyse plus tard. On enregistre aussi les données, on va dire, que produit mathématiquement la fusée pour, par exemple, l'orientation du moteur, tout ça. Et ensuite, on a des petits équipements comme un buzzer ou une LED pour pouvoir comprendre dans quel mode la fusée est, et mieux interagir avec elle. D'accord. Suite à ce projet, vers quoi maintenant tu voudrais te diriger et est-ce que tu aurais besoin d'aide, hein, parce qu'il y a une audience là qui va te regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour te filer un coup de main? Alors du coup, effectivement, après avoir débroussaillé tout ça, on va dire, dans ce genre de projet, en fait, ça m'a permis de comprendre à peu près vers quoi je voulais me tourner. Donc du coup, essayer plutôt d'avancer sur un côté drone, parce que du coup, en France, c'est un peu plus compliqué de lancer des fusées. Et puis en fait, un drone permettrait tout simplement de pouvoir tester de manière à réduire un peu les coûts, en fait, parce que ça coûte cher de lancer une fusée avec des propulseurs à poudre. Et aussi la vitesse, on va dire, le temps entre chaque vol peut être réduit sur un système qui ressemble un peu plus à un drone. Et donc du coup, en fait, ce serait plutôt pour se rapprocher, on va dire, de quelque chose qui puisse voler, qui soit complètement imprimé en 3D, qui puisse, on va dire, me permettre en fait d'être une plateforme, en fait, de pouvoir avancer sur tous les aspects algorithmes de guidage électronique, de pouvoir avancer un peu plus là-dessus. Et effectivement, un de mes domaines qui n'est pas, enfin, un de mes domaines qui n'est pas mon domaine de prédilection, c'est l'électronique. En fait, je suis pas très bon en électronique. Et donc, du coup, s'il y a des personnes qui peuvent me fournir un peu d'aide ici et là sur un aspect plutôt électronique, ça serait très intéressant pour moi. D'accord, donc on en prend note. Ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais mettre un moyen de te contacter. Donc finalement, ce qu'il faudrait, c'est, puisque tu es quand même quelqu'un de très autonome, mais ce qui pourrait être pas mal, c'est quelqu'un qui est bien calé en électronique, vers lequel tu pourrais te tourner pour demander des conseils quand tu es bloqué ou des choses comme ça, hein, si je comprends bien. Ouais, tout à fait. Appel aux auditeurs s'il y a des férus d'électronique, calés en électronique. On a là quelqu'un qui, en première année d'école d'ingénieur, donc en prépa en plus, a plein d'idées. Si vous pouvez lui donner un coup de pouce, ce serait super. Merci à toi, Charles, pour cette interview. C'est vachement, c'est impressionnant. Et puis c'est un super exemple d'utilisation de l'impression 3D dans un domaine qui en ce moment fait un peu l'actualité, hein, avec Thomas Pesquet qui est dans l'espace, avec SpaceX qui lance des fusées toujours plus grosses et qui en plus les fait revenir sur Terre. Alors là, c'est incroyable. Merci et bonne continuation. Merci. Au revoir. Alors les amis, ça vous a plu cette interview? Eh bien, si c'est le cas, vous likez la vidéo, hein, histoire de remonter un petit peu dans les stats YouTube. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez en voir d'autres et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment, abonnez-vous, activez les notifications.
Et puis, si vous êtes intéressé par des ressources gratuites sur l'impression 3D, eh bien, vous allez sur tamtam3d.fr/choisir. Et si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, le bricoprenariat, je vais probablement avoir quelque chose à vous proposer bientôt. Restez abonnés à la chaîne. On se retrouve bientôt. Salut!